Bonjour esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous abordons l'un des sommets les plus élevés et les plus brumeux de la pensée occidentale. Nous allons gravir la montagne de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Beaucoup le craignent pour sa complexité, mais aujourd'hui, nous allons dissiper la brume. Avant de commencer, une petite parenthèse. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de générer les images que vous voyez. Pensez-y comme à un canevas, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Revenons maintenant à Hegel. On dit que sa philosophie est le système le plus ambitieux jamais créé. Hegel ne voulait pas expliquer seulement une partie de la réalité, mais la totalité. Il voulait comprendre comment fonctionne l'histoire, l'art, la religion et surtout la liberté humaine. Pour comprendre Hegel, nous devons voyager mentalement dans l'Allemagne de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. C'est une époque de convulsion. La Révolution française avait promis la liberté et l'égalité, mais elle a aussi apporté la terreur. L'Europe changeait radicalement sous les yeux de notre philosophe. Hegel, avec ses amis de jeunesse comme le poète Hölderlin et le philosophe Schelling, rêvait d'une révolution de l'esprit. Il croyait que l'humanité était en train de s'éveiller. Mais Hegel se distingua parce qu'il décida que cet éveil ne pouvait pas être seulement un élan poétique, il avait besoin d'un système rigoureux. Commençons par le concept que tout le monde lui associe, la dialectique. Vous avez sûrement entendu parler de thèse, antithèse et synthèse. Eh bien, oubliez cela un instant. Hegel a rarement utilisé ces termes. Pour lui, la dialectique est quelque chose de beaucoup plus organique et vital. C'est le mouvement même de la vie. La dialectique hégélienne fonctionne ainsi. Vous avez une idée ou une situation qui semble stable. Mais si vous la regardez de près, cette situation contient en elle-même une contradiction, un germe de sa propre destruction. Cette contradiction l'oblige à changer, à se nier elle-même pour devenir autre chose. Mais ce changement n'est pas la fin. La contradiction se résout dans une nouvelle situation qui conserve le meilleur des précédentes, mais à un niveau supérieur. Hegel appelle cela Aufhebung, un mot allemand intraduisible qui signifie à la fois annuler, conserver et élever. C'est un dépassement. Imaginez une fleur. Le bouton doit disparaître pour que la fleur apparaisse. La fleur nie le bouton. Ensuite, la fleur doit se faner pour que le fruit naisse. Le fruit nie la fleur. Mais le fruit est la vérité de la plante complète. Chaque étape était nécessaire et vraie en son temps, mais partielle. Hegel applique ce mouvement à tout, à la logique, à la nature et à l'histoire humaine. Pour lui, la réalité n'est pas statique, c'est un processus. La vérité n'est pas une pièce de monnaie qu'on trouve dans sa poche, c'est le résultat d'un long chemin. Et ce chemin, c'est ce qu'il appelle la phénoménologie de l'esprit. Parlons de son chef-d'œuvre, La phénoménologie de l'esprit, publié en 1807. La légende raconte que Hegel terminait le livre en écoutant les canons de Napoléon lors de la bataille d'Iéna. Il voyait l'empereur français comme l'âme du monde à cheval. Ce livre est la biographie de la conscience humaine. Il raconte comment l'esprit commence par être quelque chose de très simple, presque animal, et, à travers les luttes, les erreurs et la douleur, apprend jusqu'à devenir esprit absolu, c'est-à-dire une conscience qui se comprend totalement elle-même et le monde. Dans ce voyage, la conscience passe par de nombreuses étapes. D'abord, elle ne fait que sentir. Ensuite, elle perçoit des objets. Puis elle comprend des lois scientifiques. Mais le moment crucial, le tournant dramatique du film, se produit lorsqu'une conscience rencontre une autre conscience. Ici, nous entrons sur un terrain glissant. Imaginez un être humain primitif qui croit être le centre de l'univers. Tout ce qu'il voit, ce sont des choses, des objets pour son usage. Il mange le fruit, boit l'eau, mais soudain, il voit un autre être humain. C'est un choc. Cet autre n'est pas une chose, c'est un autre moi. Il a son propre désir. Ici commence la célèbre dialectique du maître et de l'esclave. Hegel nous dit que l'être humain désire quelque chose de fondamental. Il ne désire pas seulement de la nourriture ou un abri, il désire être reconnu. Il désire que l'autre le valide comme un être libre et précieux. Nous voulons que l'autre nous regarde et nous dise « tu es important ». Mais au début, ce désir est immature et violent. Je veux que tu me reconnaisses, mais je ne veux pas te reconnaître. Je veux que tu sois mon miroir, et toi tu veux la même chose. Alors, inévitablement, nous entrons dans une lutte à mort. C'est une bataille pour le pur prestige. Dans cette lutte primitive, il y a deux options. Soit l'un meurt, ce qui ne sert à rien car un cadavre ne peut pas te reconnaître, soit l'un des deux a peur. La peur de la mort est cruciale. L'un des combattants valorise plus la vie que la liberté et s'abandonne. L'autre préfère la liberté à la vie. Celui qui s'abandonne devient l'esclave ou le serf. Celui qui triomphe devient le maître. Il semble que l'histoire soit terminée. Le maître a gagné. Il a la reconnaissance de l'esclave et vit du travail de l'esclave. Le maître jouit, consomme et commande. L'esclave obéit et travaille. Mais attendez, Hegel est le maître des rebondissements. Analysons la situation du maître. Le maître voulait être reconnu par un égal.
mais il a transformé l'autre en une chose, en un instrument. La reconnaissance d'un esclave ne vaut rien pour lui. C'est comme si une machine t'applaudissait. Ainsi, le maître est piégé dans une impasse existentielle. Il devient dépendant du travail de l'esclave. Sans l'esclave, le maître ne sait rien faire. Il devient paresseux et son développement s'arrête. Sa victoire est en réalité sa défaite à long terme. Regardons maintenant l'esclave. Sa situation semble terrible. Il vit dans la peur et est forcé de travailler. Mais à travers le travail, quelque chose de magique se produit. L'esclave doit transformer la nature, il doit se discipliner, acquérir des compétences et reporter ses désirs immédiats. En travaillant la matière, l'esclave voit son propre esprit reflété dans l'objet qu'il crée. Il regarde la chaise qu'il a construite ou le champ qu'il a cultivé et dit « C'est moi qui l'ai fait, c'est le produit de mon esprit ». Il commence à gagner en conscience de soi et en dignité grâce à son labeur. De plus, la peur de la mort qu'il a ressentie au début lui a appris que la vie est quelque chose de sérieux. Cette angoisse profonde lui a donné une profondeur spirituelle que le maître superficiel n'a pas. L'esclave change, il devient plus fort, plus habile et plus conscient que son maître. Hegel nous montre que l'avenir de l'humanité ne vient pas du maître oisif, mais de l'esclave qui travaille. C'est l'esclave qui, à travers la culture, le travail et la discipline, transformera le monde et exigera éventuellement sa liberté. Mais cette fois, une liberté rationnelle. Cette dialectique est l'une des idées les plus influentes de l'histoire. Marx la reprendra plus tard pour expliquer la lutte des classes entre bourgeois et prolétaires. Mais pour Hegel, ce n'est pas seulement de l'économie, c'est une structure psychologique fondamentale de la façon dont nous nous lions aux autres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La conscience continue d'évoluer. Elle passe par des étapes de scepticisme, de religion malheureuse, jusqu'à atteindre la raison. La conscience découvre qu'elle et le monde sont la même chose. Que la raison qui est dans ma tête est la même raison qui structure l'univers. Cela nous amène à la vision de l'histoire de Hegel. Pour lui, l'histoire n'est pas une série de faits aléatoires. Ce n'est pas seulement un roi suivi d'un autre roi. L'histoire a une direction et un but. C'est le théâtre où l'esprit du monde apprend à se connaître lui-même. L'objectif final de l'histoire est la liberté. Hegel dit que dans les anciens empires orientaux, seulement un était libre, le souverain. En Grèce et à Rome, certains étaient libres, les citoyens, mais il y avait des esclaves. Dans le monde moderne germano-chrétien, tous sont libres. Mais attention, la liberté pour Hegel n'est pas de faire ce qui te plaît. C'est du caprice. La vraie liberté est d'agir rationnellement au sein d'une communauté organisée. C'est d'obéir à des lois que toi-même as acceptées parce qu'elles sont rationnelles. Ici intervient son concept de l'État. Pour Hegel, l'État n'est pas un mal nécessaire. C'est l'incarnation de la liberté rationnelle. C'est là que les individus dépassent leur égoïsme et participent à une vie éthique commune. Cela a été très critiqué par la suite, accusant Hegel d'adorer l'État prussien, mais son idée est plus complexe. Il croyait que l'individu ne s'épanouit pleinement que lorsqu'il fait partie d'un tout. La famille te donne de l'amour. La société civile te permet de travailler et de commercer. Mais l'État te donne une identité politique et éthique. C'est la synthèse qui unit le privé et le public. Hegel a aussi une phrase célèbre et terrible. L'histoire est une boucherie. Il reconnaît que le progrès se fait à travers les guerres, les tragédies et la souffrance. Les grands individus, comme César ou Napoléon, sont des marionnettes de la ruse de la raison. La ruse de la raison signifie que ces grands hommes croient poursuivre leur propre fin de gloire et de pouvoir, mais sans le savoir, ils font avancer le plan de la liberté. Une fois qu'ils ont rempli leur fonction, l'histoire les rejette. Ils meurent exilés ou assassinés. Passons maintenant à l'esprit absolu. Comment l'humanité s'exprime-t-elle lorsqu'elle atteint le sommet? Elle s'exprime de trois façons, l'art, la religion et la philosophie. Ce sont trois formes de capter la même vérité suprême, mais avec des moyens différents. L'art capte la vérité à travers les sens, la beauté matérielle. Mais Hegel pensait que l'art avait déjà rempli sa mission maximale dans le passé. Il a dit quelque chose de controversé. L'art est mort. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'œuvres, mais que l'art n'est plus notre forme principale de recherche de la vérité. La religion capte la vérité à travers des représentations et des récits. Pour Hegel, le christianisme était la religion absolue parce qu'il enseignait que Dieu s'est fait homme, unissant le divin et l'humain. Mais la religion utilise des images, des paraboles et la foi. Enfin, arrive la philosophie. La philosophie capte la vérité à travers le concept pur. Sans images, sans histoire, seulement la pensée logique. Pour Hegel, sa propre philosophie était le moment où l'esprit se comprenait enfin complètement lui-même. Un peu égocentrique peut-être. Imaginez l'audace. Hegel pensait qu'avec lui, la philosophie était arrivée à son terme. Non pas qu'elle ait cessé d'être écrite, mais que le système était complet. Tout ce qui précédait était une étape nécessaire pour parvenir à cette compréhension totale de la réalité. Mais l'histoire a démontré que Hegel se trompait là-dessus. À peine mort, son système a explosé. Ses élèves se sont divisés.
Les hégéliens de droite voulaient conserver le système et la religion. Ceux de gauche, comme Feuerbach et Marx, ont utilisé sa dialectique pour dynamiter le système. Marx a dit « Je vais remettre Hegel sur ses pieds ». Hegel pensait que les idées mouvaient le monde. Marx a dit « Non, ce sont les conditions matérielles et économiques qui créent les idées ». Mais la structure du conflit, le mouvement de la négation, nous le devons au vieux Hegel. Et il y a eu aussi des réactions féroces de l'existentialisme. Kierkegaard détestait Hegel. Il disait que Hegel avait construit un palais mental incroyable, mais que lui-même vivait dans une cabane à côté. Il a oublié l'individu concret, son angoisse et sa foi personnelle. Pour Kierkegaard, nous ne sommes pas seulement des rouages de l'esprit mondial. Nous sommes des individus qui souffrons et choisissons. Cette critique est essentielle pour comprendre la philosophie du XXe siècle. Mais même pour critiquer Hegel, il faut utiliser des outils hegeliens. Alors, pourquoi lire Hegel aujourd'hui? Parce qu'il nous apprend à penser en mouvement. Il nous apprend que les contradictions ne sont pas des erreurs, mais des moteurs de changement. Il nous apprend que la vérité n'est pas simple ni immédiate, mais qu'elle demande effort et processus. Nous vivons une époque de polarisation où nous voyons l'autre comme un ennemi absolu. La dialectique du maître et de l'esclave nous rappelle que nous avons besoin de la reconnaissance de l'autre pour être nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être libres seuls. Notre liberté dépend de la liberté de l'autre. Hegel nous invite à voir la vue d'ensemble, à comprendre que ce qui semble un désastre aujourd'hui peut être l'étape nécessaire pour un progrès demain. Il nous donne une vision tragique mais porteuse d'espoir de l'histoire humaine, une vision où la raison finit par se frayer un chemin. Lire Hegel, c'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est difficile, c'est frustrant, mais quand le déclic se produit, tu vois le monde avec une profondeur nouvelle. Tu vois les connexions invisibles qui unissent la politique, l'art et ta propre identité. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que tu es en crise, que tout se contredit, souviens-toi de Hegel. Peut-être es-tu juste au moment de la négation, sur le point de faire le saut vers une synthèse supérieure. La douleur de la croissance fait partie du processus. Nous avons parcouru un long chemin, d'Iéna à l'esprit absolu. Hegel est inépuisable et ceci n'a été qu'une introduction. Mais si tu retiens l'idée que la réalité est un processus vivant et contradictoire, nous aurons atteint l'objectif. Merci de m'avoir accompagné dans cette ascension philosophique. Si cette vidéo a allumé une étincelle dans ton esprit, alors l'effort en a valu la peine. La philosophie n'est pas là pour avoir des réponses rapides, elle est là pour poser de meilleures questions. Si tu veux continuer à explorer les grandes idées de l'humanité, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Laisse-moi en commentaire quelle partie de la dialectique résonne le plus dans ta vie quotidienne. À la prochaine, chercheur de vérité. Approfondissons un peu plus la logique hegelienne. Hegel commence sa logique avec le concept le plus vite possible, l'être. L'être pur sans détermination est si vide qu'il est égal au néant. Pensez-y. Si tu dis seulement ouest, mais tu ne dis pas quoi, c'est comme ne rien dire. Nous avons ainsi la première contradiction. Être et néant sont opposés, mais sont la même chose dans leur vacuité. Comment cela se résout-il? Avec le devenir. Le passage du néant à l'être et de l'être au néant. Le mouvement est la vérité de l'être. Tout est en constante évolution. Cela rompt avec la logique classique qui dit que A est égal à A. Pour Hegel, A est A, mais contient aussi non A. L'identité est identité de l'identité et de la différence. Ça sonne comme un vire-langue, mais cela décrit comment les choses complexes sont intérieurement diverses. Revenons à la politique. Hegel distinguait entre société civile et État. La société civile est le royaume du marché, des besoins privés. C'est là que tu vas travailler, achète, vends et poursuis ton propre intérêt. C'est vital pour la liberté moderne, mais si nous n'avions que la société civile, nous serions des atomes égoïstes se heurtant les uns aux autres. L'État est nécessaire pour nous rappeler que nous sommes une communauté avec un destin partagé. Le patriotisme pour Hegel n'est pas du fanatisme, c'est la confiance rationnelle en ta communauté. Hegel a aussi parlé de l'aliénation. L'esprit s'aliène, devient étranger à lui-même pour pouvoir se connaître. Comme lorsque tu te regardes dans un miroir, tu te sépares de toi-même pour pouvoir te voir. L'aliénation est douloureuse mais nécessaire à la connaissance de soi. Pensons à l'éducation ou Bildung comme il l'appelait. S'éduquer, c'est s'aliéner. C'est cesser d'être l'enfant naturel avec ses impulsions immédiates pour se modeler selon la culture universelle. C'est dur de se discipliner, mais c'est la seule façon de s'élever à l'universalité. Hegel avait une vision organique des peuples. Chaque peuple ou nation a un esprit, le Volksgeist. Cet esprit se manifeste dans ses lois, son art et sa religion. L'histoire avance lorsqu'un peuple prend le flambeau du progrès et le passe ensuite à un autre. Cela peut sonner nationaliste, et ça l'a été dans son interprétation ultérieure. Mais Hegel croyait que le flambeau passait de l'Orient à la Grèce, puis à Rome et enfin au monde germanique. Il était eurocentrique, sans doute fils de son temps et de ses limites. Cependant, sa méthode nous permet de le critiquer lui-même.
Nous pouvons utiliser la dialectique pour dépasser l'eurocentrisme de Hegel. Nous pouvons voir comment d'autres cultures et voies qu'il a ignorées sont une partie essentielle de la dialectique globale de la liberté aujourd'hui. Un détail fascinant est sa vision de la femme. Malheureusement, Hegel était très conservateur ici. Il voyait la femme confinée à la famille, à la piété privée et l'homme à la vie publique. Ici, le féminisme a dû dialectiquement nier Hegel. Mais revenons à la dialectique du maître et de l'esclave. Avez-vous remarqué comment elle s'applique à la technologie? Nous créons des machines pour qu'elles soient nos esclaves. Mais maintenant, nous dépendons tellement d'elles que nous en sommes les esclaves. Nous ne savons plus naviguer sans GPS ni nous souvenir sans le téléphone portable. La machine travaille pour nous. Et selon Hegel, celui qui travaille est celui qui évolue. Se pourrait-il que l'intelligence artificielle soit l'esclave qui atteindra éventuellement la conscience de soi et dépassera le maître humain? C'est une question très hegelienne. Hegel nous enseigne à chercher la rationalité dans le réel. Sa phrase « le réel est rationnel et le rationnel est réel » a été mal interprétée comme du conformisme. Comme si tout ce qui existe serait bon. Mais il se référait au fait que la réalité a une structure logique interne. Si quelque chose existe et persiste, cela a une raison d'être, même si c'est une raison perverse. Pour changer la réalité, tu dois d'abord comprendre sa logique interne. Tu ne peux pas simplement souhaiter que le monde soit différent, tu dois comprendre les mécanismes qui le meuvent. Hegel est le philosophe de la réconciliation. Il cherche à réconcilier l'homme avec le monde, la foi avec la raison, l'individu avec la société. Il veut que nous nous sentions chez nous dans l'univers, que nous ne nous sentions pas étrangers ou exilés dans cette réalité. C'est pourquoi son système est circulaire. Il commence avec l'être vide et se termine avec l'esprit absolu qui comprend l'être. C'est un cercle qui se referme sur lui-même, mais enrichi par tout le voyage. La vérité, c'est le tout. Beaucoup de philosophes analytiques du XXe siècle ont détesté Hegel. Bertrand Russell disait que sa philosophie était confuse et basée sur des erreurs logiques. Mais au cours des dernières décennies, il y a eu une renaissance de Hegel. Des penseurs contemporains reviennent à lui. Des théoriciens sociaux comme Axel Honneth, qui base sa théorie de la justice sur la reconnaissance, le récupèrent, ou des philosophes comme Slavoj Žižek, qui utilisent Hegel pour analyser le cinéma, l'idéologie et le capitalisme actuel avec un mélange explosif de psychanalyse. Cela prouve la vitalité de la pensée hegelienne. C'est une pensée qui refuse de mourir. Chaque fois que quelqu'un dit « Hegel est dépassé », il utilise un mouvement dialectique que Hegel lui-même a décrit. Il est impossible d'échapper à son ombre. Pour lire Hegel, je recommande la patience. N'essaie pas de comprendre chaque phrase du premier coup. Laisse-toi porter par le rythme de sa pensée. C'est comme écouter une symphonie complexe de Beethoven. Au début, c'est du bruit, puis tu trouves les motifs. Commence peut-être par ses leçons sur la philosophie de l'histoire, qui sont plus accessibles. Là, tu verras son immense culture et sa capacité à connecter des événements disparates en un récit cohérent sur la marche de la liberté. Souviens-toi que pour Hegel, la tragédie est fondamentale. Le conflit entre deux droits. Antigone est son exemple favori. Créon a raison de défendre la loi de l'État. Antigone a raison de défendre la loi de la famille. Les deux ont raison et c'est pourquoi ils s'affrontent. La solution n'est pas que l'un gagne et l'autre perde, mais une société supérieure capable d'intégrer la loi publique et la piété familiale sans se détruire. La dialectique cherche des solutions qui intègrent les vérités partielles des deux côtés. Dans notre vie personnelle, c'est très utile. Lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, pense, quelle part de vérité y a-t-il dans sa position? Quelle part de vérité y a-t-il dans la mienne? Comment pouvons-nous nous élever à une solution qui reconnaisse les deux vérités? Hegel nous vaccine contre le fanatisme à une seule facette. Il nous enseigne à voir les nuances, les ombres et le mouvement. Dans un monde de tweets rapides et de jugements sommaires, Hegel est l'antidote de la lenteur et de la profondeur réflexive. Son héritage est immense, du marxisme à l'existentialisme, de la théorie critique à la théologie moderne. Hegel est le nœud central de la philosophie moderne. Qu'on l'aime ou non, tous les chemins passent par son système. Alors, n'ayez pas peur du monstre de Berlin. Hegel était un homme qui aimait le vin, la compagnie et les cartes. Un homme qui a regardé dans l'abîme de l'histoire et a essayé d'y trouver un sens rationnel pour que nous puissions y vivre. Nous avons vu comment le désir de reconnaissance meut le monde, comment le travail nous libère, comment l'histoire est le déploiement de la liberté. Des idées puissantes qui peuvent changer ta façon de voir ton travail, tes relations et ta société. Ceci a été notre approche de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. J'espère avoir réussi à traduire son allemand académique dense en quelque chose qui résonne avec vos vies. La philosophie doit être vécue, non seulement étudiée dans des bibliothèques poussiéreuses. Si tu as aimé ce format d'immersion profonde, clique sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément l'algorithme à reconnaître notre travail. Et partage la vidéo avec cet ami avec qui tu as toujours des débats intenses. Souviens-toi que la connaissance est un processus collectif. Tes commentaires,
tes doutes et tes idées enrichissent cette communauté. Alors écris ci-dessous. Qu'en penses-tu de la dialectique maître-esclave? La vois-tu dans ton travail? Je suis ton compagnon dans cette aventure du savoir. Nous continuerons à démêler les mystères de l'esprit humain et de l'histoire dans les prochaines vidéos. Ne manquez pas ce qui arrive car nous allons continuer à monter en niveau. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention, qui est la ressource la plus précieuse que tu aies. Utilise-le sagement. Continue de lire, continue de penser et surtout continue de questionner la réalité. On se voit dans la prochaine édition. D'ici là, gardez l'esprit curieux et l'esprit ouvert. Adieu.